Moi, je m'appelle Camille Chaudet. Je suis ingénieure télécom à la base, après avoir fait maths sup, maths spé. Et j'ai fait ma dernière année en école de commerce en stratégie d'entreprise. J'ai démarré dans le marketing, mais j'ai toujours gardé des projets très techniques. Et après, j'ai rebasculé dans le digital. Et en 2011, quand j'étais chez Partouche, pour du poker en ligne, j'ai passé ma certification Google Analytics. Et c'est comme ça que je suis tombée dans l'analytics. Et juste après, je suis allée dans le conseil et depuis, je ne fais que du conseil en analytics. Maths sup, maths spé, exactement. Physique, chimie et mathématiques. Et ensuite, en école d'ingénieur télécom, on a appris les réseaux et on a également appris à coder en C++ et en Java. J'ai eu un petit cours de marketing en première année d'école d'ingénieur. Là, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Il y a à la fois de la psychologie de l'utilisateur, du consommateur, à la fois des mathématiques et de l'analyse. Et je ne savais pas comment allier la technique. Et quand après, j'ai découvert tout le digital avec les sites web, là, il y avait du code. Et du coup, j'ai pu allier les deux. Pas d'outil préféré. Par contre, je suis sur les méthodos. La méthodologie, pour moi, c'est encore plus important que l'outil. Du coup, pour tout ce qui est gestion de projet, je me suis fait certifier sur la méthodologie PMI, le Project Management Institute. Je suis montée aussi un peu sur de l'agile et du Scrum. Et après, pour notre métier d'analytics, pour tout ce qui était déploiement d'outils, en fait, j'ai réutilisé les méthodologies qu'on m'a appris chez Bearing Point en déploiement de CRM pour déployer des logiciels. Donc, c'était à l'époque plutôt du cycle en V avec des spécifications techniques, des spécifications fonctionnelles et tout ce qui était recettes et QA. Et après, en analyse, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Lean Analytics, qui explique comment définir les KPI pour une startup et pouvoir suivre tes chiffres à tous les moments de la vie de la startup. Récemment, je me suis intéressée également à tout ce qui est growth hacking, growth marketing. Et puis, pour l'analyse, il y a la méthodologie d'analyse de Content Square que je trouve très intéressante pour pouvoir vraiment cadrer son analyse. J'ai envie de dire des outils gratuits. Et qui dit outils gratuits dit forcément Google. Peut-être qu'on peut aussi faire quelque chose avec Piwik. Après, moi, ce que je conseillerais, c'est plus on peut aller sur des outils payants au travers de stages ou de premières expériences professionnelles ou au travers tout simplement de projets quand vous êtes en train de faire vos études. En fait, pour les étudiants, peut-être qu'ils peuvent trouver une entreprise, une association qui pourrait aider sur ces sujets-là. Ça leur permettra de toucher à des outils qui ne sont pas forcément gratuits. Et ça peut être pas mal aussi pour monter en compétence et un petit peu ouvrir au-delà de cette suite Google que tout le monde utilise en version gratuite. Je pense que oui, parce que rien que d'un point de vue personnel, en fait, personnel, professionnel, on va s'en servir souvent pour faire des scénarios, pour faire des calculs, etc. Et puis, on va aller de plus en plus sur de la donnée dans BigQuery ou dans des bases de données qu'on va devoir aller analyser sans avoir besoin de monter sur des langages de data science. En fait, Excel va permettre à un analyste de faire ses premiers niveaux d'analyse. Et s'il y a un grand tips que je pourrais donner, c'est d'apprendre tout ce qui est les raccourcis clavier. Et ça, c'est valable pour Excel, mais également pour le reste. Mais pour Excel, franchement, ça change la vie. Il y a un livre, moi, qui m'a beaucoup marqué il y a plusieurs années, qui s'appelait Smart Data, qui permettait d'abord, dans un premier chapitre, d'apprendre tous ces raccourcis Excel. Et ensuite, chapitre par chapitre, apprendre des grandes techniques de data science avec un simple fichier Excel qui nous était donné. Et je me rappelle, le premier chapitre, on faisait une analyse de cluster en K-means sur un petit fichier Excel avec une vingtaine de lignes et des caisses de vin pour trouver quels étaient en gros le mix de caisses de vin que les gens achetaient plus. Et c'était génial. Et en fait, on se rend compte qu'avec Excel, on peut faire des choses gigantesques. Et ça va être pareil avec Google Sheet, qui va être relié à BigQuery et à Data Studio quand après on va faire de la data visualisation. Donc, c'est important, en fait, de quand même avoir cette compétence-là. Et pour le coup, c'est une compétence qu'on attend des employés quand on va les recruter et sur lesquels on va peut-être passer moins de temps à les former. Moi, j'ai vu depuis 10 ans le marché évoluer, en fait.
Ça me fait penser un peu au webmaster. Donc ce marché se segmente beaucoup, un peu comme auparavant on avait un webmaster. Nous, il y a 10 ans, tu avais vraiment quelqu'un qui avait la casquette analytics, qui faisait tout, du tracking jusqu'à l'analyse de données la plus poussée, les dashboarding, etc. Aujourd'hui, le métier est beaucoup plus segmenté et donc on va voir arriver le pôle tracking. Ensuite, tout ce qui va être le pôle de dashboarding et les rapports et des premiers niveaux d'analyse. Et pour aller beaucoup plus loin, on va avoir des data scientists qui vont appliquer des modèles de données et des techniques d'analyse beaucoup plus poussées. Je pense que le marché va continuer à se segmenter de plus en plus. Et du coup, pour les nouveaux entrants, il faut arriver quand même à avoir la big picture, à comprendre un peu ce que chacun de ces segments en fait font dans la chaîne de valeur et à la fois très très vite trouver aussi la partie sur laquelle on a envie de se spécialiser pour creuser sur les outils, etc. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sortirait d'études et qui aurait envie de se lancer ne peut pas, comme nous on a pu le faire il y a plus de 10 ans, se dire je veux tout bien faire. Être un expert du tracking avec du JavaScript avancé, être un super expert de data viz et du dashboarding avec plein d'outils et à la fois faire de la data science hyper avancée. Pendant longtemps, et on a vu essentiellement des hommes. Dans les événements, c'était à 80-90% masculin. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ça change. C'est vrai que pendant les événements, on a encore une majorité d'hommes. Par contre, j'ai travaillé avec plusieurs entreprises qui avaient des équipes à grosse majorité féminine. Donc, je n'ai pas les chiffres, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le marché est plutôt équilibré. Et puis, il y a encore ce problème, enfin, ce point que les femmes, en fait, ne vont pas assez aux événements ou ne prennent pas trop la parole. Ça, c'est vrai que parmi tous les speakers lors des conférences, on est encore à dominance masculine ou en tout cas, les experts reconnus et connus dans notre secteur sont à majorité masculine. Je pense que c'est plutôt un problème que les femmes n'osent pas se lancer et n'osent pas monter sur la scène et prendre la parole. Mais j'ai l'impression que ça va vite changer et c'est en train complètement de se transformer. Et je pense que c'est important pour avoir vu des équipes 100% féminines de garder par contre cet équilibre avec des profils différents et au-delà de cette mixité homme-femme, avoir une mixité aussi plus globale et une mixité aussi sur les backgrounds, intégrer aussi des gens qui n'ont pas fait un cursus école d'ingénieur, école de commerce ou université. Chez les développeurs, on voit des gens qui n'ont même pas le bac, qui sont arrêtés au brevet, qui ont arrêté l'école et qui arrivent à rentrer et qui sont des très bonnes ressources. De la même manière aussi, ne pas faire de ségrégation sur l'âge. Pour des gens qui sont en reconversion professionnelle, pouvoir également intégrer ces gens-là avec toute la richesse qu'ils apportent avec leur background. Je leur dirais de prendre confiance et d'y aller en fait. Et c'est ça qui va être bien à travers les stages et les premières expériences professionnelles, c'est qu'on n'attend pas des personnes qu'elles soient opérationnelles tout de suite. Aujourd'hui, quand on prend un stagiaire ou quand on prend dans notre équipe quelqu'un de junior, même jusqu'à 2 ans d'expérience, on sait qu'il y a encore énormément de choses à leur apprendre. Donc, il faut faire baisser la pression. C'est vrai que le scope, il est énorme. Il y a énormément de connaissances à engranger. Mais si la personne a envie d'aller dans cette industrie et sur ce domaine-là, les portes sont ouvertes. Il y a énormément de besoins et il y a plein de rôles différents. Donc, c'est important que la personne voit où sont ses points forts et qu'elle essaye de se positionner sur ces points forts-là.